Chers élèves, bonjour. J'espère encore que vous vous portez toujours bien et que vous essayez d'aller de l'avant. Donc, sans plus tarder, je vous invite cette fois-ci à une séance de soutien et de régulation, mais qui porte cette fois sur le troisième roman mis en œuvre, en tout cas sur le programme, intitulé « Le dernier jour d'un condamné » de Victor Hugo. Et donc, cette séance portera sur une sorte de rappel de l'œuvre. Au terme de ce rappel, on essaiera de voir donc l'auteur, le genre du roman en question, les personnages, donc les principaux personnages de l'œuvre, ainsi que les événements phares. Voilà, donc je passe directement à la présentation. Donc là, vous avez devant vous donc, la photo de Victor Hugo, donc l'une de ces photos, et la question est la suivante. Donc, qui est donc Victor Hugo? Nous sommes dans la biographie de l'auteur. Donc, Victor Hugo est né en 1802 à Besançon, donc c'est une ville française qui avoisine un peu l'Italie. Il vit avec sa mère, donc divorcée de son père depuis 1813. Donc ses parents ont divorcé lorsqu'il était encore à un âge précoce. Son enfance est marquée par de multiples voyages en raison de la profession de son père qui était un peu maréchal, et donc son père se déplaçait de pays en pays, et du coup donc l'enfant et sa mère donc étaient toujours aux côtés du père. Donc il est allé donc par exemple en Corse, en Espagne, en Italie, et j'en passe. En 1814, ses parents se sont malheureusement séparés, donc ses ambitions littéraires sont grandes puisqu'il déclare à l'âge de 14 ans « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Vous voyez, donc il était animé de cette verve d'écrire à un âge précoce. Il remporte pas mal de concours organisés par l'Académie des Jeux Floraux et donc il écrit son premier recueil de poésie qui apparaît en 1821 intitulé Aude. Bien, lorsque Victor Hugo devint adulte, assez mûr, assez majeur, donc il abandonne d'abord des études techniques, de sciences également, pour se consacrer pleinement à la littérature qu'il affectionnait beaucoup. En 1841, donc, il accède à l'Académie française, en devient membre actif, et malheureusement, donc, il s'est également produit quelque chose qui l'a vraiment marqué donc, de sa vie, donc c'est la mort de Léopoldine, sa propre fille, en 1843, suite à une mort tragique, donc noyée dans la Seine. Donc, je rappelle que Léopoldine était très attachée à son père. D'ailleurs, après sa mort, il a écrit pas mal de poèmes, donc surtout sur Aude. Donc c'est là où il a écrit Contemplation plutôt, là où il a écrit donc le poème que vous connaissez, Demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne, je partirai voulant rejoindre sa fille. Donc Victor Hugo est également considéré comme étant un très grand romancier, donc quelqu'un qui a produit pas mal de romans. Donc il a écrit des romans dont entre autres Notre-Dame de Paris et en 1831 et Les Misérables en 1833, donc qui ont été d'ailleurs publiés dans pas mal de langues autre que la langue française. Victor Hugo est également considéré comme étant un très grand dramaturge, donc parce qu'il a écrit pas mal de pièces de théâtre. Regardez, il a écrit Hernani en 1830, puis Le Roi s'amuse en 1832, puis Ribla en 1838. Voilà. Donc Victor Hugo est aussi considéré comme étant un très grand poète. Donc il a à son actif au moins 2 recueils de poésie qui sont très connus. Donc, il publie son premier recueil de poésie intitulé Aude en 1822, puis Les Contemplations, son deuxième recueil de poésie en 1856. Voilà, donc Victor Hugo est aussi considéré comme étant un homme politique. Pourquoi? Eh bien, parce que donc il est député, donc il était député de la Deuxième République en 1846 dans la commune de Paris. Il est également considéré comme étant un académicien. Pourquoi? Parce qu'il a accédé, donc il accède à l'Académie française en 1841, sachant que l'Académie française est une autorité des plus grandes, bien sûr, en France, donc dans le domaine de la littérature. Il est également considéré comme étant un intellectuel engagé, ça veut dire donc un homme de pensée, mais qui s'engage pour des causes qui sont sociales, donc souvent. Il prend d'ailleurs la défense des pauvres, et également, donc, il affiche son parti pris pour la liberté de l'individu, donc depuis bien sûr toute sa vie. Et puis malheureusement ou heureusement, donc Victor Hugo est mort, donc il a décédé le 22 mai 1885. Voilà, chers élèves, donc nous en arrivons à formuler la première question, la question qui vous taraude sans doute le plus. Donc, qu'est-ce qu'un roman à thèse? Comment le définir?
Eh bien c'est facile, regardez, donc les critères définitoires du roman à thèse, c'est-à-dire donc les critères qui nous permettent de juger, de dire que c'est un roman à thèse et pas un autre type ou un autre genre. On a d'abord le fait que c'est un récit, c'est-à-dire une histoire, dans lequel la réflexion philosophique ou politique ou scientifique ou parfois même religieuse est menée par le biais du récit. En effet, donc c'est le fait de défendre une opinion, mais en passant par une histoire et non pas en passant par un discours politique. Le deuxième critère qui nous permet de juger que c'est vraiment donc un roman à thèse, donc c'est le fait que dans le dernier jour du condamné, le narrateur, qui est aussi le personnage central de l'histoire, rapporte sa période d'incarcération, c'est-à-dire d'emprisonnement, dans la prison de Bicêtre avant son exécution, donc lorsqu'il était dans le couloir de la mort. L'objectif de l'auteur, c'est donc l'abolition de la peine capitale jugée atroce et injuste. Donc il défend cette opinion à partir d'une histoire et non pas à partir d'un discours politique ou engagé, d'ailleurs, puisqu'il était homme politique ou politicien. Deuxième question qui pourrait également déranger, donc quelle est la structure du roman? Donc je précise que nous allons essayer de voir donc la structure à partir des lieux. Donc des lieux qui vont nous servir de repère, et puis à partir également d'une phrase très symbolique, vous voyez, et qui peut nous essayer, donc en tout cas qui pourrait nous permettre donc d'envisager un plan, une structure au roman à part entière. Regardez un peu, donc la phrase est de Victor Hugo lui-même, en tout cas du narrateur. « Je n'ai plus que 3 pas à faire. Bicêtre, qui est la prison, la conciergerie, qu'on verra tout de suite, et la place de Grève où il sera exécuté, où il devrait être normalement exécuté. » Donc, à Bicêtre, qu'est-ce qui s'est produit? Donc, qu'est-ce qu'on aura l'occasion de voir sur le roman à Bicêtre? Eh bien, plusieurs événements qui meublent, c'est-à-dire donc qui constituent son séjour dans cette prison de Bicêtre où il attend plutôt son pourvoi en cassation. Ça veut dire la révision du verdict. Donc, il attend à ce que, bien sûr, ce verdict soit révisé à la baisse, et pourquoi pas même à la liberté. Donc 6 semaines qui correspondent au chapitre, donc du chapitre 1 au chapitre 21. Il est sur Bicêtre. Donc B, à la conciergerie, donc, où on essaiera donc de le voir dans ce lieu donc, du chapitre 22 jusqu'au chapitre 36. Et donc, après le rejet de son pourvoi en cassation, donc on n'a pas voulu essayer de revoir donc, ce verdict, le narrateur est transféré à la conciergerie où il ne lui restera que 6 heures avant son éventuelle exécution. Et puis enfin, donc à l'hôtel de ville, donc les événements prennent du chapitre 37 au chapitre 38, donc il sera à l'hôtel de ville. Et donc, c'est là où on essaiera donc de voir ensemble sur le roman la préparation du condamné à l'exécution, donc notamment la scène de la toilette du condamné où on essaiera de couper le col de sa chemise et également de ses cheveux. Et puis enfin, donc en dernier lieu, donc il sera sur la place de Grève, donc c'est là où sera montée la guillotine, notamment également l'échafaud. Voilà donc l'une de ces phrases. Il me semble qu'on monte l'escalier, donc c'est peut-être la dernière phrase du roman. Donc il est peut-être dans un autre monde ou dans ce monde d'ici-bas, mais en tout cas souvenez-vous d'une chose. La mort ne sera pas notée à la fin. Pourquoi? Donc peut-être pour 2 raisons. Peut-être que Victor Hugo respecte encore la règle de la bienséance, donc c'est une hypothèse de lecture, mais également, ça pourrait également vouloir dire que, donc pour ce qui est de lui en tant qu'écrivain, donc son engagement l'amène à ne pas montrer cette scène donc, sur le roman, en tout cas de la supprimer catégoriquement, et bien sûr, il incombe maintenant aux autres, donc aux politiciens, d'en faire autant. Donc question suivante, chers élèves, quels sont les principaux personnages de l'œuvre? Eh bien, c'est facile, on va essayer de les voir ensemble. Donc, le personnage principal d'abord, qui est le condamné, regardez. Donc, le condamné de qui on a malheureusement que très peu d'informations. Donc, c'est quelqu'un qui avait une vie normale et heureuse comme tout le monde. D'ailleurs, donc, le premier chapitre du roman le montre très bien. Donc, il avait un passé donc synonyme de bonheur, donc il était satisfait comme tout le monde. Il est puni pour avoir commis un crime dans des circonstances, je dis bien délibérément imprécises. Pourquoi? Parce que c'est un choix qui a été fait par Victor Hugo. C'est Victor Hugo qui a voulu qu'on n'ait pas assez d'informations portant sur le condamné en question. Donc c'est pour dire que là n'est pas l'intérêt du roman, mais l'intérêt du roman est plutôt dans la dénonciation de la peine capitale. Il est cultivé, donc c'est vrai, donc il a un certain niveau de culture, un poids, donc ce qui le prouve
ostensiblement donc tout au long de l'œuvre, c'est d'abord le fait qu'il manipule très bien le latin. Vous voyez, donc il a également de bonnes manières. Donc il est cultivé, il a une famille dont une fille de 3 ans et une femme, puis une maman qui est malade. L'épouse du condamné, donc c'est une femme effacée, donc qui adopte une posture d'effacement, à qui le narrateur n'a pas donné la parole. Attention, Victor Hugo il est très réputé donc pour avoir toujours pris le parti de la femme et qui n'a jamais été contre la femme. Donc, s'il choisit de ne pas lui donner la parole, ici présent donc la femme du condamné, c'est pour montrer donc l'impact, l'incidence donc de la condamnation à mort qui a même donc qui est parvenu à taire radicalement donc cette femme bien sûr dont la protestation ne pourrait pas changer donc ou moduler le cours des événements. On a ensuite donc la fille du condamné, donc Marie, que vous connaissez sans doute. Donc c'est une petite fille innocente, comme d'ailleurs le sont tous les petits-enfants. Donc elle est jeune, qui n'a pas de conscience, ou qui n'a pas plutôt conscience de ce qui se produit. En effet, donc, elle croit que son père est mort et n'éprouve aucun sentiment à son égard. Attention, donc dans la tête de Marie, donc son père est bien mort, et il est dans le ciel. Donc c'est ce qu'on a vu sur les chapitres avant le chapitre 26. Mais sur le chapitre 26, si vous vous souvenez, donc on lui a présenté un homme qu'elle ne connaissait pas. D'ailleurs, donc dans sa tête, son père est mort, et donc ce qui a fait peut-être, donc ce qui a aggravé encore plus les conditions d'incarcération du condamné malheureusement. Donc il est doublement condamné, même voire triplement condamné, donc voire qu'une fille, donc sa propre fille, ne le reconnaisse pas malheureusement. Puis donc s'ensuit donc l'huissier de justice, donc l'un des auxiliaires de la justice à l'époque. Donc c'est un homme insensible, donc il n'éprouve aucun sentiment, aucun remords, ok. Donc il vient annoncer au condamné dans une certaine froideur le rejet de son pourvoi en cassation. Donc il va lui dire, monsieur, donc vous allez quand même passer par la guillotine, donc personne ne vous a épargné. Il ne s'intéresse qu'à son tabac donc, et aux nouvelles politiques sans importance. Donc, vous voyez, donc, lorsqu'il était dans la charrette avec le condamné, donc, il racontait un peu les débilités qu'on trouvait sur les journaux de l'époque. Donc des débilités qui, bien sûr, passent inaperçues, qui n'ont aucune importance. Le directeur, quant à lui, vous voyez un peu, c'est un personnage dont la gentillesse est intolérable. Vous voyez, donc c'est le directeur d'une prison. Okay, donc qui adopte un peu une posture où il apparaît comme étant quelqu'un de très gentil, voyez, intolérable, puisque c'est lui qui vient annoncer le jour de l'exécution, c'est pour aujourd'hui. Voyez, donc il fait semblant d'être gentil, ou peut-être qu'il est même gentil, mais en même temps, donc il souffle, comme on dit, le vent et la tempête et le chaud, la chaleur. Donc il vient annoncer par lui-même au condamné, donc entre parenthèses, c'est aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui, donc la peine est pour aujourd'hui. Les avocats, les juges et les guichetiers qui constituent le corps de la justice. Donc ce sont des hommes qui sont majoritairement froids, insensibles à la souffrance des autres, donc qui formulent des sentences sans bien sûr y prêter attention. Le frioche, l'un des personnages centraux de l'œuvre, donc c'est l'emblème, donc c'est lui qui représente tous les détenus qui ont été incarcérés, donc emprisonnés, et dont la responsabilité du crime n'est pas toujours évidente. Vous voyez, donc dans le cas du frioche, c'est vrai, donc il a commis pas mal de meurtres, pas mal de délits, mais en profondeur, donc est-ce qu'il est responsable à 100%? C'est ce que Victor Hugo cherche à démontrer. On a également la foule, attention, donc la foule qui est un actant, un personnage qu'il ne faut pas oublier donc, au sein de l'œuvre. Pourquoi? Donc elle est compatissante, vous voyez, donc, et la foule compatit un peu avec la situation du condamné, donc elle éprouve peut-être une certaine pitié, mais elle est également cruelle. Vous voyez, donc là, c'est un peu donc quelque chose qui est un peu contradictoire. Elle assiste à une exécution capitale comme à un spectacle et semble assoiffée de sang. Donc, je dis bien donc la foule à l'époque avait l'habitude de venir assister à ce genre d'exécution. C'était pour eux donc un passe-temps parce qu'il y avait pratiquement rien à faire, mais pour les autorités concernées, donc c'était une leçon de morale. Donc c'était même voire une sorte de donc c'est comme si on essayait de dire aux gens, si vous commettez n'importe quel délit, vous passerez également par la guillotine. Une question également qui taraude peut-être parfois, donc quels sont les principaux espaces décrits dans l'œuvre? Donc les principaux espaces sont les suivants. Donc regardez, donc on a les lieux clés qu'on pourrait appeler donc des lieux clés. On a d'abord Bicêtre qui est un palais
construit par le cardinal de Winchester au XVe siècle et qui devint par la suite une prison. La cellule, donc la cellule c'est le cachot, donc bien qu'il y ait une certaine différence entre cellule et cachot, donc c'est une pièce de quelques mètres carrés, inconfortable, dont les murs sont couverts d'inscriptions, de mots, de dessins. Je pense que vous avez peut-être vu avec votre professeur les graffitis. Donc c'est les inscriptions que tout un chacun, en tout cas certaines personnes, mettent sur les murs, les tables. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Donc c'est à vous bien sûr de le discuter sur un autre cours. Donc voilà, donc on a également la cour. C'est un lieu où les forçats sont ferrés et où les détenus ont le droit de marcher une fois par semaine après la messe. D'ailleurs, le condamné appelle la cour le préau. On a également la conciergerie, donc qui est un bâtiment où il rencontre, le condamné bien sûr, rencontre l'architecte, le prêtre et sa propre fille. Puis on a également donc l'hôtel de ville. Donc c'est un lieu réputé pour ses nombreux couloirs labyrinthiques, un lieu où siège le personnel juridique et où l'on garde entre-temps les détenus pour bien sûr certaines spécificités ou travaux de paperasse. On a également, et en phase finale, la place de grève. Donc c'est une place publique, donc notez bien le mot, donc public, ça veut dire que tout le monde viendra assister donc autour de ce lieu, donc au cœur de Paris où la guillotine est montée et où les condamnés à mort sont exécutés. Voilà. Nous en arrivons donc à une autre question, une question encore très importante. Quelle est la symbolique du titre, donc le dernier jour d'un condamné? Qu'est-ce que ce titre recèle en termes bien sûr de sens? Victor Hugo a opté pour l'usage d'un pronom indéfini, le « un », pour dire que le plus important n'est pas l'identité du condamné ou des condamnés, mais plutôt la condamnation, c'est-à-dire la peine de mort qu'il essaie bien sûr d'éradiquer ou d'enlever, de supprimer. Le condamné devient dès lors l'emblème de tous les détenus, ça veut dire donc la représentation, si on veut, donc le symbole de tous les détenus qui sont condamnés à la peine capitale et qui doivent ainsi subir cette souffrance d'attendre dans le couloir de la mort le jour de leur exécution. Le résumé de l'œuvre, donc s'il vous plaît, le résumé de cette œuvre, donc celui-là qui est devant vous, ne vous épargne pas de lire l'intégralité de l'œuvre. Vous savez, donc ce n'est pas en lisant ce résumé que vous allez peut-être comprendre l'œuvre à part entière. Non, ce résumé ne vous dispense pas de lire l'intégralité de l'œuvre. D'ailleurs, la langue de Victor Hugo, donc ce n'est pas la langue de monsieur et madame tout le monde. C'est une langue qui est quand même soutenue et qui demande à ce que vous fassiez des efforts pour parvenir à un niveau de compréhension, bien sûr, voulu. Mais je vais quand même vous donner ce petit résumé qui pourrait vous servir dans vos fiches de lecture. Donc l'histoire rapporte le témoignage d'un condamné à mort qui se déploie, donc qui s'investit, si on veut, dans une forme d'un monologue intérieur. Donc ça ressemble un peu à un monologue, ce qu'il fait dans son roman, où il partage avec le lecteur ses souffrances vécues à Bicêtre, à la conciergerie et à l'hôtel de ville. La description de ces lieux renforce le malheur du condamné qui se rapproche irrémédiablement au fil des heures de l'échafaud, donc ça veut dire de la mort. En plus de sa souffrance, le narrateur rappelle celle de sa famille, punie injustement et impitoyablement puisqu'on lui ôte un être cher. En effet, Marie n'a rien fait, sa mère encore moins, et encore moins sa femme. Et pourtant, elles doivent également payer donc de leur souffrance. Sa femme et sa mère, gravement malades, risqueraient en effet d'en mourir et sa fille, qui est encore toute petite, 3 ans, serait alors orpheline. Malheureusement, le condamné sera quand même exécuté sous la clameur du peuple qui voit sa mort comme un spectacle. Donc, le condamné sera exécuté. Donc, c'est théoriquement ce qui devrait être fait, bien que la fin du roman donc, nous épargne cette vilaine scène, peut-être pour des raisons conformes à la bienséance ou symboliquement pour dire tout simplement « j'ai enlevé la peine de mort, à vous d'en faire autant ». Voici devant vous un tableau synoptique qui va essayer de répondre à la question suivante. Regardez, avez-vous apprécié l'œuvre? Donc c'est une question très personnelle qui vous concerne vous à l'issue bien sûr de votre lecture. Donc certains répondraient volontiers oui, j'ai apprécié. Et en avançant les causes suivantes, donc Victor Hugo évoque une question d'actualité, la peine capitale. En effet, donc il y a pas mal de personnes qui en parlent de nos jours. Donc ce sujet a fait couler encore beaucoup d'encre.
L'œuvre nous pousse à nous poser des questions cruciales, notamment sur la possibilité d'envisager d'autres formes de châtiment plus humaines. En effet, donc, quand on parle de peine capitale, donc, on est forcé à penser peut-être à d'éventuelles formes de châtiment plus humaines, si on veut, qui pourraient servir à la place de la peine capitale. Et puis le roman nous initie également à la réflexion et surtout aux modalités argumentatives pertinentes et efficaces. C'est en effet grâce à ce roman que l'élève est un peu poussé à essayer, donc, comme on dit, de voler par ses propres ailes. Ça veut dire d'essayer donc de négocier, donc de discuter également, donc de se forger une personnalité capable de discuter. Certains d'entre vous répondraient, et c'est leur droit, donc pas du tout, donc je n'ai pas apprécié, donc ils peuvent ne pas apprécier cette œuvre, donc les goûts ne se partagent pas comme on dit. La langue de Victor Hugo est soutenue, ce qui pose des problèmes de compréhension. En effet, donc je le disais tout à l'heure, la langue de Victor Hugo n'est pas la langue de monsieur et madame tout le monde, c'est une langue qui est quand même réputée pour sa qualité, donc c'est une langue soutenue et qui pourrait bien sûr imposer des problèmes de compréhension aux élèves. Le sujet n'est pas très important aux yeux des adolescents, c'est vrai, donc certains diraient peut-être « Ah, ça me dépasse, ce n'est pas un sujet qui est propre aux adolescents, plutôt un sujet qui devrait être débattu sur d'autres lieux beaucoup plus responsables. » Oui, mais le sujet ne vous épargne quand même pas d'y porter une certaine attention parce que demain vous grandirez et vous serez peut-être à la place des personnes qui devraient en décider ou en tout cas en parler. Voilà donc, chers élèves, merci de votre attention. Rendez-vous sur un autre numéro, un autre cours. Merci. Au revoir.